Le F, un pas de casque, est propulsé par service d'outils FGL, votre stratégie gagnante pour les produits Makita, DeWalt et Milwaukee. Lundi 20 juillet, mon nom est Martin Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est notre retour sur le week-end de course en Belgique du côté du circuit de Spa, Francorchamps, et on débute maintenant avec la journée de samedi. Comme après tous les week-ends de course, on a le grand plaisir d'aller rejoindre l'auteur du livre Villeneuve-Schumacher 1997, le duel qui a marqué une époque. Simon Bachin, comment vas-tu, mon ami? Très bien, et toi? Ben, je vais très bien aussi. Ça a été une grosse semaine pour toi, là. Tu célébrais ton anniversaire, c'est week-end à Spa. En plus, on s'est vu, on a eu la chance d'aller dans une Oui. expédition de Formule 1 sur Gilles Villeneuve. C'est toute une semaine, là. Simon, il va être fatigué rendu dimanche, là. Pas tant, non. Quand il y a de la course, ça m'énergise. Donc, je suis bien en forme pour passer la prochaine heure et quart et 20 avec vous. Ben, bien content d'entendre ça parce que ça, je me dis, d'après moi, là, un week-end à Spa avec tout ça, ça met un peu de magie. Si on commence par, tu sais, vendredi, pour les gens qui n'étaient pas à l'écoute, j'ai eu la chance d'en discuter un peu avec François de cette exposition-là au Parc Jean-Drapeau qui s'appelle Salut Gilles, une histoire de vitesse à Montréal. Je voulais savoir un peu ton point de vue parce qu'on s'est vu là-bas, on a profité de l'événement puis tout ça. Après ça, on a jasé un peu sur le chemin du retour, mais avec le recul, comment as-tu trouvé ça? Et puis l'initiative derrière tout ça, là, de vouloir honorer la mémoire de Gilles, mais à l'endroit où ce que le circuit se passe, où ce que l'action se passe une fois par année. Ouais, ben ça, c'est une idée que je trouve fabuleuse et qui mérite de faire du chemin. Et pour ce qui est de ma visite, moi, je l'ai beaucoup aimé. Je suis arrivé là avec pas trop d'attente. Tu sais, je savais que c'est pas un événement où tu passes ta journée, là. Tu sais, c'est pas un grand musée, c'est une exposition qui est pour le moment temporaire. Donc, la visite, ça se fait à peu près entre une demi-heure et une heure. Puis, tu sais, tu as vu comment je suis, moi, quand je visite un musée puis que le sujet m'intéresse. Tu sais, je suis du genre à lire vraiment les panneaux là, pour me renseigner, pour apprendre ou bien pour comprendre. Puis là, j'ai trouvé qu'avec cette exposition-là, pour quelqu'un qui connaît pas beaucoup Gilles Villeneuve et qui a envie d'en savoir plus, c'est un bon endroit pour commencer. Je trouve que vraiment, tu sais, on explique bien le personnage, on fait une belle chronologie de sa vie puis de sa carrière, ses exploits. On parle aussi de sa méthode de pilotage, notamment, moi, je retiens une explication de sa méthode de freinage, puis comment il réussissait à se relancer là, en sortie de virage, donc à gagner du temps comme ça par rapport à ses rivaux. Moi, j'ai beaucoup aimé, tu sais, il y a quand même beaucoup de détails là, pour une exposition qui prend pas, comme je dis, la journée à visiter. Donc, un excellent point de départ. Puis pour ceux qui l'ont connu et qui ont envie de revivre la belle époque de Gilles Villeneuve en Formule 1, c'est aussi un excellent endroit où aller, je crois. C'est pas tous les jours qu'on se permet ce genre de luxe-là. Donc, tu sais, je pense que si vous voulez revivre cette période-là puis vous replonger dans vos souvenirs, c'est une bonne place. Les répliques des voitures qu'on va voir dans le film, elles sont quand même réalistes. On pourrait s'y tromper presque à la première vue. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé ça. Puis pour ceux qui sont intéressés, c'est 30-45 minutes. C'est pas cher, puis comme tu l'as dit vendredi, ça se joint facilement à une autre activité sur le site, que ce soit la biosphère ou d'autres choses. Je sais qu'il y a du volleyball de plage, entre autres, là, qui s'en vient au mois d'août. Donc, on peut avoir une belle journée en alliant ces deux activités-là. Et pour ce qui est du projet dont tu parlais, d'avoir une exposition permanente sur Gilles Villeneuve, là où a lieu le Grand Prix, là où il y a à peu près 300 000 personnes qui, à chaque année, vont voir le Grand Prix du Canada. Je pense qu'il faut absolument se donner cet outil-là. Ça va attirer les touristes, ça va permettre de perpétuer la mémoire de Gilles Villeneuve, qui est un héros national ici au Québec. Alors, c'est une super bonne idée. Je sais qu'il y a un débat là, entre le musée Gilles Villeneuve et ce projet-là. Ça, je ne veux pas rentrer là-dedans aujourd'hui. On ne connaît pas tous les détails, mais l'idée d'avoir une exposition permanente sur l'homme qui a donné son nom au circuit Gilles Villeneuve, ça, je pense que c'est une excellente idée. Puis tu l'as bien mentionné. Moi, j'en fais des voyages de sport beaucoup. Il y a tout le temps un temple de la renommée de l'équipe où il y a beaucoup de musées. Là, donc,
que ce soit sur des circuits automobiles ou dans des stades de baseball ou de football. C'est quasiment rendu que chaque équipe a son musée maintenant. Donc, je ne vois pas pourquoi le circuit Gilles Villeneuve se priverait d'un outil comme celui-là. Et ça attirerait des touristes qui resteraient peut-être une journée de plus à Montréal pour aller voir ça. Donc, il y a beaucoup d'atouts dans ce projet-là, puis moi, je l'encourage. Ben oui, exactement. Puis des bonnes idées. Le but, c'est de parler de Gilles. On commence un épisode aujourd'hui sur le Grand Prix de la Belgique. C'est un drôle de hasard, puis je l'avais pointé quand on est allé là-bas, de dire ça tombe cette semaine-là. Mais on parle de Gilles pour d'autres choses, pas juste l'événement qui est arrivé lors d'un Grand Prix de Belgique. On parle que sa mémoire est encore bien vivante, que les gens se rappellent de lui, qu'on continue de partager cette nouvelle-là avec les jeunes d'aujourd'hui. Comme tu disais, intégrer quelqu'un, parce que c'est ça souvent les musées. T'en as visité, j'en ai visité moi aussi. C'est que ça va te donner le goût de te renseigner sur quelque chose. Notamment, je suis allé à Mount Vernon puis George Washington après ça. Tu sors de là, tu as appris beaucoup de choses, mais tu continues de vouloir en apprendre à cause de cette visite-là, d'une intégration à un personnage historique qu'on connaît par le nom, mais qui est plus grand que nature. Puis après ça, tu continues de te renseigner là-dessus. Ben, c'est le même principe avec un sportif, avec Gilles, de dire, ah, ben, tu vas au musée, tu vois ça, puis la personne après ça, ben, a envie de lire des livres, a envie de voir des vidéos sur YouTube ou des séquences comme ça. Donc, non, moi aussi, je trouve qu'on en parle, peu importe où, que ce soit sur l'île ou que ce soit à l'extérieur de l'île, je pense que ça a sa place. Puis, j'accroche sur des petites affaires, Simon, tu commences à me connaître sur des fois des petites niaiseries, mais je disais justement l'histoire de la Belgique, je disais, ah, hey, c'est spécial que ça tombe ce week-end-là, ça n'a pas rapport, ils n'ont pas pensé à ça, je suis sûr, mais que ça tombe un week-end. L'exposition est lancée cette semaine-là. Après ça, notre ami François Goulet qui était avec nous cherchait un restaurant en sortant de là. Il dit, moi, je veux manger une chaîne de restaurants canadienne, on va la nommer pour les encourager, Harvey's, même si c'est pas des commanditaires, mais cherchait un Harvey's. Finalement, sur la route, en voulant se retourner vers Québec, le premier Harvey's qui À trouve Berthierville? à Berthierville. Tu Ouais. savais, il était où? Puis Ben là, oui. fait que là, moi, j'accroche là-dessus comme un nono. Puis je fais, ah, c'est fou, tout ça. Puis là, je finis l'épisode vendredi où ce qu'on sait qu'on va parler de Jill, qu'on va parler qu'on est allé à l'exposition, puis tout ça. Puis une fois que je finis, je me rends compte que le numéro de l'épisode, c'était quoi, tu penses? Pas numéro 27. Oui, épisode 27. Celle de Ah ouais. vendredi. OK. Ouais, puis tu sais, Ben, hey. on sait les circonstances qu'il aurait pu avoir. On aurait pu en parler à l'autre épisode, puis, mais que ça tombe, celle-là, 27. Puis en plus, mon père ajoute à ça en disant, tu sais, Martin, s'il n'y avait pas eu des annulations de Grand Prix, ça n'aurait pas été l'épisode 27, celle de la Belgique. Là, Ben oui. Hey. je sais. Il y a des circonstances. Ouais, ouais, en tout cas, je voulais le partager, ça me fait du bien, mais vous voyez quel genre de mentalité, des fois, j'accroche sur des conneries, mais j'étais là comme, hey, ça, c'est spécial que le numéro 27 finit là. Bon, tout ça pour dire, pour en venir à l'épisode d'aujourd'hui, bonne fête en passant, je l'ai dit tantôt que c'était ton Merci beaucoup. anniversaire, puis c'est bonne fête aussi à Pascal, le doyen Durand. C'est vraiment les anniversaires du F1 Podcast, notre collaborateur aussi qui célébrait son anniversaire le 19, donc journée de Grand Prix. Donc, si on regarde la qualification tout d'abord, j'ai envie de te parler de Kimi Antonelli. J'ai l'impression qu'on va en parler beaucoup aujourd'hui, qui est vraiment en train de devenir l'image de la Formule 1. Il est attachant. En plus, il est bon pas à peu près. Tu sais, on parlait de ça. euh, on avait le projet d'en parler du son dans l'entre-deux courses, de dire les valeurs des différents pilotes. Puis même si Antonelli, son avance était en train de, de s'égrener un petit peu dans les dernières semaines, les derniers week-ends, puis tout ça, malgré des malchances, je trouvais que sa valeur montait parce qu'il nous montre encore des belles choses. Puis là, il arrive à Spa. Les essais, tu les as regardés toi aussi de ton côté. Oui, il y a eu Verstappen en EL1, mais ce que ça vaut vraiment, c'est l'écart de la EL2 au même moment que la qualification de la journée et tout ça. Puis là, déjà là, j'étais là, oh, il est dans une classe à part. Tu m'as entendu mon inquiétude vendredi un peu, c'est rare, je fais ça, mais je le voyais, je le trouvais intouchable. Finalement, dans les qualifs, il y a le sens du spectacle. On dirait qu'il nous a laissé croire que c'était peut-être possible pendant la Q1. Puis à un moment donné, il a commencé à ouvrir la vitesse, mais j'ai envie que tu me dis de ton côté, là, tu penses quoi là, de ce tour de qualification-là d'Antonelli? Puis on viendra au travail d'équipe qu'il y avait pour Red Bull, qui ont réussi à être les plus près, mais lui, tout seul dans sa voiture, c'est 3/10. On sait que c'est un gros tour, c'est pas, mais il faut le faire quand même, là. Le 3/10, là, j'ai vérifié, c'est l'écart le plus grand depuis le début de la saison. Exact. C'était tout le temps en bas de 3/10. Là, sur un long circuit comme Spa, et c'est sûr que ça aide là, que le circuit soit Oui. plus long. Ça fait une différence, mais quand même, c'est l'écart le plus grand en qualification en Q3 depuis le début de la saison. Et j'ai pas l'impression qu'Antonelli, là, tu sais, c'est véritablement forcé, comme on a vu, par exemple, George Russell en Autriche, tout donné dans un tour ou au Canada ici. Puis là, aller chercher la pole. Tu sais, j'ai l'impression que qu'Antonelli
s'est contenté de laisser éclater son talent, reste à l'intérieur de tes moyens et la pole va te revenir. Il était en confiance, il était confortable, puis c'était bien suffisant. Et il a tellement dominé le week-end qu'on avait l'impression qu'il avait juste besoin de faire ça et pas plus pour aller chercher la pole, puis il l'a prouvé. Là, on parle de grand du sport. Là. On a commencé en jasant de Gilles. On commence avec Kimi qui se dirige, je ne vais pas trop y prêter des intentions trop vite, mais disons qu'il est bien parti là, dans sa carrière, on va se le dire. Ouais. Puis, as-tu entendu l'anecdote qu'il a rencontré Roger Federer Ben oui, je l'ai vu à Wimbledon, oui. à Wimbledon? Tu as entendu ce que Roger il a dit? Parce que je trouvais que ça rentrait dans une lignée de ta façon de penser. Quand tu écris des chroniques, des fois, il disait contrôle ce que tu es capable de contrôler, puis contrôle les émotions qui mènent à l'erreur. Un peu que ce qu'on Ouais. avait vu à Montréal. C'est pour ça que tu faisais le parallèle de dire devenir fâché ou devenir trop instable. Fait que là, le fait que tu mentionnes, il arrive à Spa, il est détendu, il avait eu un bon vendredi, il arrive le samedi, c'est le temps qu'il a à faire, il a confiance en sa voiture, confiance en son ingénieur, en son équipe, jasait avec son père avant d'embarquer dans la voiture, puis finalement arrive puis réussit à faire ce temps-là. Oui, on le dit, là, à Spa, le tour est plus long, donc c'est normal d'avoir le plus gros écart de la saison. Ça peut se prêter à cet endroit-là, mais quand même 3 dixièmes, il faut le faire 3 dixièmes et demi, même c'est un peu plus, c'est 3,17. Mhm. J'ai trouvé que c'était incroyable. Puis que tu parles de Russell dans la même phrase, ça va aussi, parce que Russell, c'était l'effet contraire complètement. À un certain moment, 1 seconde d'écart, là, ça c'était pendant la journée de vendredi. Puis après ça arrive dans les qualifications, c'était pas liard mieux. On dit qu'il y avait un problème avec son moteur, avec quelque chose qui fonctionnait pas. Du moins, il n'était pas dans son assiette, George, mais c'était vraiment l'effet contraire de dire, t'en as un que sa valeur augmente, qui continue d'ajouter à ce qu'il est capable de donner. Puis de l'autre côté, tu as George, il me semble que c'était pas beau, là. Je ne sais pas si j'irais à dire que c'était pas beau, mais c'est sûr que par rapport à Antonelli, il en arrachait. Le temps en Q3, c'est une demi-seconde plus lent. Mhm. Et il se fait quand même battre par une McLaren puis une Red Bull, même s'il y a des circonstances, là. Mhm. Presque, tu sais, normalement, il aurait dû être sur la deuxième place sur la grille. Et là, bon, à cause de la pénalité de Norris, puis on l'expliquera dans quelques minutes, il était en deuxième ligne. Il était troisième sur la grille de départ. Troisième sur la grille Donc, ouest. c'est ça. Donc, il a minimisé les dégâts encore une fois, puis c'est ce qu'il fait depuis plusieurs courses, le Russell. Là, je parle évidemment de la qualif, la course, on y reviendra. C'est ça que je me dis. Il minimise les dégâts, il s'arrange pour rester quand même au contact. Puis là, il y a des circonstances à Silverstone puis à Barcelone qui l'ont aidé, puis qui ont fait en sorte qu'il s'est rapproché au classement, puis il avait gagné en Autriche, donc ça aussi, ça l'a aidé. Bon, malgré tout ça, on avait quand même l'impression qu'Antonelli, il était quand même en rythme supérieur à Russell. Et là, on arrive en Belgique, puis là, la vérité éclate au grand jour, puis on peut plus se mentir, puis ça apparaît. Donc, euh, il y a quand même, puis Russell, en plus, a été déstabilisé, je pense, comme jamais dans la fin de semaine. C'est comme si la vérité là, lui avait éclaté en pleine face, puis là, c'est comme, OK, ouais, là, je suis rendu ailleurs, je me fais véritablement battre en rythme pur. Qu'est-ce que je dois faire pour contrer mon coéquipier? Il disait des fois, j'essaie de reproduire ce qu'Antonelli fait, mais c'est pas tout le monde qui peut copier exactement la Mona Lisa. Ça veut dire, dans le monde quand même, jusqu'à un certain point, qui est pas dans une optique là, où c'est lui qui devrait être en première place. Il est rendu là, que, OK, il comprend que la saison est en train de lui échapper. Et mentalement, il n'est pas au bon endroit. Je comprends, Simon, que ça serait pas. Je pense pas que ça serait trop aller loin de mentionner que c'est peut-être jamais arrivé à George Russell dans sa vie, ce qui lui arrive Ah là. ben, c'est Ouais, exactement ce que je crois. C'est ouais, la première fois qu'il vit ça. c'est ça. Fait que faudrait en remonter C'est là, du nouveau. Ah ouais, C'est du nouveau. Ça lui prend un bon psychologue sportif, Mhm. convaincant. Il pourrait peut-être faire un effort d'aller jaser avec Lando Norris l'année passée, qui a passé par à peu près les mêmes étapes. Sauf que là, Norris était plus proche en points, puis était plus proche en rythme de Piastri que Russell l'est par rapport à Antonelli. Donc, la situation, plus le temps avance, plus l'écart grandit au classement des pilotes et sur la piste. Donc, Russell devra faire beaucoup mieux que ce que Norris a fait l'année passée pour revenir sur Antonelli et ça sera pas facile.
Puis pendant ce temps-là, ben, on continue d'avoir du positif au sein de l'équipe. Parce que si on analyse l'état des forces, puis on regarde ce que la voiture, ce que la Mercedes était capable de produire sur le circuit à Spa, notamment ce qui a attiré mon attention, c'est que Kimi Antonelli signe la pole, se distancie de 3 dixièmes de son adversaire le plus près, mais il n'y a aucun secteur mauve. Il n'y a aucun meilleur secteur sur son tour. Fait que là, ça nous montre encore plus l'équilibre de cette voiture-là, mais aussi le fait qu'on est capable non seulement d'être très efficace dans les lignes droites, dans les secteurs 1, d'être bon dans les virages aussi, de rester compétitif avec une bonne moyenne, puis d'être capable d'être encore compétitif à la fin, d'avoir suffisamment d'énergie dans le réservoir pour être capable de déployer de la meilleure façon. Donc, si on analyse ça de loin, c'est un constat. euh, c'est un constat de satisfaction ou d'accomplissement autant du niveau châssis, niveau aérodynamique, mais aussi du niveau moteur de Mercedes qui est supposément en détresse selon la duo, puis devrait avoir de l'aide dans les prochaines semaines. Ouais. Mais tu comprends ce que je veux dire? C'est un peu fou. Moi, ce que j'ai vu de la voiture en fin de semaine, puis je veux pas dire qu'ils vont tous gagner, c'est pas ça. Il a fallu qu'ils travaillent, puis ils ont du mérite à faire ça. Mais moi, j'ai vu que la voiture, c'est vraiment un tout chez Mercedes, puis le fait qu'on n'avait pas de meilleur secteur, mais qu'on avait quand même une pole à 3 dixièmes, je trouvais que ça en disait beaucoup. Tout à fait. La plus complète, le meilleur équilibre. Et en arrivant à Spa, on se disait, va falloir choisir. Là. Tu sais, soit on va être rapide dans la ligne droite Voilà. en haut du circuit, et si on fait ça, on va en perdre dans les virages, là, dans les secteurs 2 et 3. Mais Antonelli a réussi à trouver un équilibre là où Russell n'a pas été capable. Puis c'est surtout dans le déploiement dans la ligne droite où on dit qu'il y a une bonne différence entre Russell et Antonelli. Où là, tu sais, le génie du jeune Italien ressort. Il a trouvé le bon endroit, le bon équilibre, la bonne façon de recharger juste assez pour se permettre d'être plus rapide dans la ligne droite. Et Russell voit ça sur la télémétrie et il sait pas comment, il n'a pas trouvé en tout cas la façon pour aller chercher cette puissance-là. Alors, c'est là où toute la fin de semaine, il était un peu perdu puis en déficit par rapport à son coéquipier. Mais tu sais, ça, il faut souligner. Je sais que c'est pas du pilotage peut-être pur pour certains, mais il y a quand même un équilibre à aller chercher. Et, tu sais, et en ce moment, Antonelli est une coche supérieure à tout le monde sur le circuit dans ce domaine-là avec la Mercedes. Donc, tu sais, je pense qu'il faut le souligner. Là, il est vraiment là, en haut de tout le monde. Ben, on a parlé de compromis dans tout l'épisode de vendredi, puis je suis content que tu ramènes ça parce que c'est ça, c'est pas. C'est quel compromis tu es prêt à faire normalement de dire ben, je vais concéder de la vitesse en ligne droite, mais je vais être avoir une voiture assez agile dans les virages, puis tout ça. Puis là, j'ai l'impression que le compromis, on l'a tellement bien fait du côté de Mercedes pour avoir une voiture capable de donner cet équilibre-là, mais qui restait quand même, comme toujours, le chemin à faire du pilote. Antonelli a su le faire, mais pas Russell. Russell n'a pas compris comment extirper cette performance-là de la voiture. Puis oui, justement, avec la télémétrie puis tout ça, il peut regarder, mais c'est vraiment dans le style de pilotage. Puis là, c'est pour ça que là, il dit un Mhm. problème moteur. Je le crois qu'il y avait probablement quelque chose, puisque Toto Wolff est allé dans ce Oui. sens-là, sauf que ben, c'est ça. Sauf que, tu sais, il date Mais depuis là, il longtemps. faut juste Ouais. dire, ça veut pas Ouais. dire qu'il y a du sabotage, là, parce Non, qu'il y a non, des ben gens qui non. vont dire Ben non. il n'y a Ben pas de favoritisme. C'est non. juste qu'Antonelli réussit mieux à aller chercher le maximum de son bloc motopropulseur, ce que Russell n'est pas capable de faire. Il est allé Ouais. capable d'en tirer plus de jus. Mhm. C'est ça la réalité. On parle de compromis, on parle de pénalité. C'était des mots populaires dans la journée de samedi parce que oui, il y avait des pilotes qui étaient pénalisés. Isaac Hadjar faisait partie de ceux-là. Donc lui, il savait que peu importe ce qui arrivait, il s'en allait en arrière de la grille. Puis je trouve que c'est quelque chose que moi, j'aime ça voir ça. Je trouve ça spectaculaire dans le cours. Je sais que c'est pas tout le monde, c'est polarisant. Il y en a qui, ah non, il devrait pas faire ça. Ou là, ça travaille à 2 versus 1. Mais c'est un sport d'équipe à certains moments. À certains moments, c'est cruel, puis ça en devient un individuel, mais lorsqu'on voit une voiture tirer l'autre, travailler à groupe de deux, comme des avions de chasse, puis tout ça, moi, ça m'impressionne. Je sais que ça ne fait pas l'unanimité, mais j'ai trouvé ça quand même spectaculaire de voir, Isaac Hadjar, comment il a été capable de fournir cette aspiration-là à son coéquipier, mais aussi la façon que Max Verstappen a réussi à suivre jusqu'à la dernière limite. On pensait quasiment qu'elle allait se rentrer dedans à un certain moment. Moi, c'est ce que je pensais. À un moment donné, je me suis dit, il faudrait qu'il se tasse, là, parce que ça va mal finir. Et j'ai vraiment eu cette impression-là. Euh, Compte tenu du fait qu'il y avait une pénalité, là, tu sais, je pense qu'on peut comprendre pourquoi Red Bull a agi de la sorte. J'ai quand même aimé mieux qu'Adjar, tu sais, chercher à améliorer son sort, mais je comprends que c'était quasiment pas faisable. Parce qu'il y avait 30 places de pénalité, là, juste pour spécifier, c'était Oui, pas 10. Là, tu sais. non, non, Fait que non. même s'il était sixième là, à la fin de la qualif, il partait quand même à la fin. Il était sûr d'aller à la fin de la grille, c'est ça. C'est ça. Donc, tu Ouais. sais, ça explique pourquoi, là.
Euh, Juste par contre, tu parles de sport d'équipe et tout. Est-ce que Verstappen aurait fait ça pour Adjar? Peut-être maintenant, mais pas il y a 3-4 ans. S'il s'en va en arrière de la grille automatique, il va le faire. Je pense? Ouais, OK. Ouais. Mais je vais attendre de le voir. Ouais. Ben, pour moi, je vais te dire, franchement, ça serait stupide de ne pas le faire. Parce que tu t'en vas en arrière de la grille. Oui, Mais je oui, je suis comprends. d'accord. Dans d'autres circonstances, je pense Mais qu'il aurait est-ce été. qu'on lui demanderait de faire ça? Je sais même pas Ouais. si on oserait, là. Ah, ben moi, je trouverais ça, encore là, je vais réutiliser le même qualificatif, même s'il est peut-être trop sévère, mais je trouverais ça stupide de ne pas lui demander. Il s'en va. Tu as une voiture Ouais, qui est. ouais, je comprends. Tu sais, je trouve que Adjar, pour moi, quand il a fait ça, c'était évident. Tu sais, oui, je suis content qu'il l'ait fait, puis je te dirais que je suis plus impressionné de la qualité qu'il a été capable de faire, puis de la façon qu'il a dit, foutez-moi à pêche, je sais quoi faire, vous voulez ça, je vais le faire, puis qu'il Mhm. était là puis qu'il n'a pas paniqué, parce qu'à un certain moment, le monde même pensait que il a mal fait, il a pénalisé Max, mais si vous allez voir la vue embarquée avec Verstappen, le son du moteur, il n'a jamais arrêté, là. Il s'en va, puis à un moment donné, tu as vraiment l'impression qu'il va y rentrer dedans, puis qu'il va probablement s'envoler, là. Parce que s'il rentre dedans à cette vitesse-là, on ne sait pas ce qui arrive. Puis il s'en va juste à la fin, puis il prend tout ce qu'Adjar peut lui donner. Puis Adjar, il bouge pas, il se tient parfaitement, puis là, Max se tasse. Vraiment, là, ça a été. Isaac a vraiment bien fait. Mais pour moi, c'était pas comme le sacrifice ultime. C'était là, t'es en Q3, puis ça te donne rien d'être là. Tu brûles des pneus. Fait que c'est bien été ton coéquipier, puis le placer en bonne place, puis aller chercher un podium. Ouais, ouais, puis, Ouais. tu sais, en ce sens-là, je suis d'accord avec ce que tu dis, puis je comprends pourquoi ils l'ont fait, vu le 30 places de pénalité et non 10. Mhm. Habituellement, ça fonctionne plus ou moins bien là, en Formule 1, l'aspiration en qualification. C'est rare que c'est aussi bien réussi qu'en fin Ouais. de semaine. Donc, dans ce sens-là aussi, bravo aux deux. Et on avait choisi le bon secteur. Hein, tu sais, on a tendance à dire qu'il faudrait que tu fasses ça dans la ligne droite, mais non, Non. secteur 3, où c'est des grandes courbes rapides. Je pense effectivement que Max en a plus gagné dans ce secteur-là que dans la ligne droite, même si, selon la duo, il a le meilleur moteur et le plus puissant. Ben c'est là que la Red Bull manquait de jus. À la fin, Ouais. rendu, parce qu'on en utilisait tellement pour se rendre là qu'à la fin, il n'y avait plus rien dans le réservoir. Donc là, ça venait aider justement parce qu'il n'y avait pas besoin d'utiliser autant le boost ou son Ouais. énergie parce que là, il savait qu'en plus, il y avait l'aspiration. Donc, pour les gens, mettre en perspective, c'est moins de résistance dans l'air. Ben, bien sûr, l'air, c'est l'ennemi d'une voiture électrique, là, même les voitures sur nos routes. Là. Donc, on essaie d'éviter ça le plus possible. On veut pas de restrictions. Plus de restrictions, on fait travailler les batteries plus. Puis c'est la même chose pour un moteur thermique, là. Ça coûte plus cher de gaz. Mhm. Mais c'est juste qu'on le subit encore plus du volet électrique. Donc, c'est pour ça que ça aidait ce côté-là, du côté de Verstappen. Mais moi, j'ai trouvé ça spectaculaire à voir. C'est une des belles prises de Ben, vue. c'est vrai que c'était Ouais. beau, là. Puis, moi, j'ai sincèrement pensé qu'il allait s'accrocher. À un moment Ah donné, ouais, ouais. c'était vraiment limite. Donc, ça, quand tu réussis une manœuvre aussi serrée, il faut le souligner. Euh, Juste pour revenir à ce que je disais, tu sais, euh, par rapport au traitement de Verstappen chez Red Bull, juste voir. Tu sais, on sait que vous en avez parlé longuement vendredi, puis je veux faire du chemin là-dessus sur le Mhm. choix que Verstappen a à faire en ce moment, là. Oui. C'est pas mal, on pense en tout cas que c'est entre McLaren et Red Bull. Est-ce que chez McLaren, où tu sais, l'année passée, c'était la règle orange papaye là, qu'on a nommé à tous les grands prix, est-ce qu'il y aurait cette latitude-là dans une circonstance similaire? Je suis pas certain à 100%. Donc, tu sais, je pense que ça aussi, ça doit faire partie de la réflexion de Max Verstappen, à quel point il est bien traité chez Red Bull, à quel point il est quand même le centre de l'univers là, de Red Bull en ce moment. Il devrait quand même pas l'oublier, là, parce que je suis pas convaincu que ça va se transposer dans une autre équipe, ou si jamais ça se transpose, ça va être quand même plus difficile à emmener toute cette atmosphère-là ailleurs, dans un autre environnement, comme par exemple McLaren, ou même ça pourrait être Mercedes ou Ferrari, là, à la limite. Donc, et en ce moment, en plus, on ne sait pas, là, est-ce que McLaren va être meilleur que Red Bull dans 2 ou 3 ans? Je pense qu'en ce moment, c'est vraiment difficile à dire. Donc, sa réflexion, là, elle ne doit pas être facile en ce moment, Verstappen, mais il devrait tenir compte de ça. Puis la situation aussi chez McLaren, la situation, comment qu'on contrôle le moteur Mercedes, comment qu'on reçoit ça au compte-gouttes, aux des informations. On n'est pas on casse à rien présentement là, du côté de Ben non, McLaren. Là. non, c'est ça. C'est ça. Et Puis, on va être client pendant encore plusieurs années de Mercedes, donc tu sais, ouais, c'est une situation qui pourrait perdurer, alors que chez Red Bull, veux pas, tout le savoir que tu accumules quand tu bâtis ton moteur il est transmis directement à l'écurie mère, qui est la Red Bull. ouais. Donc, effectivement, ça aussi, c'est un point à ne pas oublier. Peut-être bien que dans 2 ou 3 ans, tu sais, on peut récolter le fruit du travail qui se fait actuellement, là, parce que c'est beaucoup ce qu'on reproche chez McLaren, à Mercedes, c'est que quand tu es client, qu'est-ce que tu veux? Voici un moteur, on vous donne des informations sur comment le déployer au maximum, mais tu vas pas chercher toute l'information pendant que tu le construis, là. Ben C'est pas toi qui le Max, construis, tu sais.
Max gagnait des courses quand c'était un Renault, mais il se rappelle la situation, à quel point c'était souffrant, à quel point tu Mhm. contrôles rien de ce qui arrive, des évolutions, de si Renault prend la décision, je retourne loin, mais si Renault prend la décision de travailler sur telle partie du moteur, puis Red Bull a décidé que c'est pas là qu'on voulait l'évolution, qu'on aimerait mieux avoir autre chose, qu'on serait capable d'extraire plus, c'est pas toi qui décides. Tu prends ce qu'il te donne. C'est une C'est situation. ça. Moi, présentement, là, si j'étais dans les souliers de Max Verstappen, je serais pas capable de prendre la décision. C'est pour ça que vendredi, je mentionnais que ça ne coûte pas cher d'attendre parce que à moins que quelqu'un y mette un ultimatum à quelque part à un certain moment, ce que j'en doute, mais il est mieux de voir ce qui arrive à lui puis de voir l'évolution des deux projets présentement, même des autres projets, on ne sait pas, je n'irai pas si loin, là, je ne pense pas qu'il y ait tant de candidats, mais de voir ce qui se déroule, c'est qui les vraies puissances, parce que Red Bull n'a pas fini de sortir de sa coquille. Puis là, si on enchaîne justement avec McLaren, parce qu'on est rendu là, puis pendant la fin de semaine, Lando Norris, euh, on peut faire une comparaison avec ce que tu disais, parce que oui, lui, il avait 10 places de pénalité. C'est pas la même circonstance que Adjar, sauf que une fois qu'il a signé la pole, il y a deux choix tant qu'à moi, ou il y a trois. Il y a le choix de rester dans le garage puis garder un train de gomme tendre flambant neuf pour la course, parce qu'il a le meilleur temps. Mais il décide de ressortir une troisième tentative. Finalement, il rate complètement. Finalement, il finit troisième, puis il se ramasse dixième Mhm. au départ. Mais il aurait pu ressortir et aider Piastri aussi. Oui, mais c'est ça. Chez McLaren, les pilotes jouent leur carte personnelle. Et honnêtement, je pense qu'en fin de semaine, McLaren a fait un bon travail, sachant que Norris avait une pénalité de 10 places pour qu'il écope le moins possible de sa pénalité. Oui. Qu'il réussisse à marquer des points quand même, pas juste un, là, qu'il réussisse à finir cinquième ou sixième là, pour marquer quand même des points importants dans le championnat des constructeurs pour McLaren. Et je pense même que, nonobstant la pénalité, c'était Norris là, qui aurait pu menacer Antonelli pour la victoire. Là. Donc, je pense qu'on a joué là, en fonction que Norris ait la meilleure performance possible. Et si ça s'est fait au détriment de Piastri, ben, c'est dans la mentalité de l'équipe là, de prioriser le meilleur résultat pour l'équipe et non pas pour un pilote en particulier. Et je pense que Norris avait plus de chances de jouer la victoire, même en partant 13e, que Piastri. Oui, il était plus Piastri pourtant pour un circuit où il a déjà gagné. C'est lui qui a gagné l'année passée. Là. Il n'y a Oui. pas si lointain que ça. Il n'avait pas l'air d'un gars très en confiance ce week-end. Je veux qu'on parle des Ferrari. Il y a une situation qui a été spéciale parce que Charles Leclerc a fait un très bon temps et on voit qu'il est vraiment en train de revenir en confiance et tout ça. Ceux qui étaient prêts à donner les clés de l'usine à Lewis Hamilton, dire ah, c'est rendu l'équipe à Lewis. Je pense qu'il faut encore attendre. Charles a montré son caractère, il n'a pas dit son dernier mot là-dessus. Mais l'histoire du drapeau jaune, je ne sais pas si tu as vu ça. Quand il rentrait à la fin là, pour son tour de qualification, quand il arrive à la dernière chicane, il y avait un gars à l'entrée des puits, un signaleur. Pascal nous aimera pas, là. On veut pas blâmer les signaleurs, mais le gars, il brassait son drapeau jaune, puis c'est arrivé directement dans la vue de Charles, mais il brandissait le drapeau jaune pour dire que Lindblad avait ralenti dans l'entrée des puits. Fait que bien sûr, le réflexe du cerveau, puis des réflexes, ça a fait que Charles a hésité un petit peu, puis après ça, il dit j'ai perdu, j'aurais pas eu la pole, mais j'aurais été probablement mieux classé. As-tu vu cette situation-là? C'est un peu. Comme je dis, les signaleurs, bien sûr, font leur possible, puis il y a quelqu'un qui a Mhm. dit de se placer là puis de brandir un drapeau. Mais j'ai trouvé ça plate pour lui quand même, cette circonstance-là. Ben, c'est sûr qu'avec ce que tu me dis, ça lui a sans doute nuit. C'est quelque chose qui m'a échappé, là, je te mentirai pas, quand j'ai écouté la qualification. Sauf que là, il aurait été devant qui? Il aurait pu être potentiellement peut-être devant Russell. Donc, il aurait quand même été en deuxième ligne. Donc, ça n'aurait pas fait une grosse différence, à mon avis. Non. Sauf que j'allais te dire que Leclerc et Hamilton avaient pratiquement le même temps. Donc, tu sais, là, potentiellement, il aurait pris plus d'avance par rapport à Hamilton dans son tour de qualif. Exactement. On va parler d'Hamilton parce que ça a été un week-end difficile dès le départ. Dans la Q2, pas la Q2, excuse-moi, la EL2, je l'ai vu faire une sortie de piste. Oui, Il a endommagé sa qui voiture. lui a nuit. Ouais, après ça, le temps qu'on reconstruit l'auto, c'était pas parfait. Après ça, il y a eu sortie de piste en EL3, donc samedi matin, lorsqu'on va, c'est plutôt un tour de reconnaissance, voir un peu comment la piste est pour se préparer pour les qualifications de l'après-midi. Finalement, là, c'est un contact qui est assez violent. On dit, j'ai complètement détruit la voiture à son ingénieur. Son ingénieur, il a répondu, no problem. Mais finalement, c'est ça, ils ont... Écoute, faut pas le Très... stresser, Lewis, hein, tu Non, non, c'était comprends? très calme. C'était très calme. Mais en tout cas, puis, tout ça pour dire, mais j'ai trouvé que ça partait vraiment du mauvais pied, puis ça lui a nuit. Là. Nous autres, bien sûr, on sait la fin, Ouais. la journée de dimanche, mais quand on dit que le vendredi, c'est important, je pense que c'est un bel exemple.
Oui, tout à fait. Puis il a soutenu que son accident du samedi, tu sais, il a fait en sorte que quand il a repris la voiture en qualification, il n'avait pas exactement le même ressenti. Il n'était pas aussi confortable. Donc, c'est sûr qu'il n'a pas réussi à aller chercher le maximum comme c'était le cas là. En tout cas, il ne se sentait pas aussi bien là, que plus tôt là, dans les essais libres. Donc, là aussi, tu sais, ça lui a nui. Euh, les Ferrari, ils restent qui sont quand même à pardon, une demi-seconde de Antonelli. Bon, c'est sûr que Spa, il y a une longue ligne droite, des virages rapides, c'est peut-être pas le meilleur circuit pour eux, mais comme elles ont gagné à Silverstone, ben là, tu pourrais croire qu'elles allaient être plus dans la lutte. Mais en tout cas, en qualification, on était, je veux pas dire largués, là, mais on n'était pas au niveau d'Antonelli, ça c'est sûr. Non, non, la voiture va se prêter beaucoup plus au circuit de la Hongrie et aux Pays-Bas Ouais. pour rebondir. Si on se penche un peu sur Lewis, parce que moi, je le dis encore, quand on parle d'une course au titre, puis on décide, on va transformer ça en super-héros. Ils ont tous leurs super-pouvoirs. Kimi Antonelli, il a la naïveté, le talent, la jeunesse. Tu sais, lui, c'est ça ses pouvoirs. Après ça, George Russell, ben, il est plus expérimenté que son coéquipier. Il en a déjà vu d'autres. Il a des voitures instables. Il a du talent aussi. C'est dans ses pouvoirs. Lewis Hamilton, il a tout ça, mais le pouvoir de plus pour faire la différence, c'est moi, j'ai 7 titres de champion du monde. J'ai déjà été dans ces situations-là. Chaque week-end sont importants. Puis là, tu commences avec une voiture sortie de piste, casse la suspension, ça arrive, frappe le mur dans la L3, ça, c'est pas supposé d'arriver. Puis Mhm. je trouve que depuis qu'on l'a mis dans une situation où il y aurait des chances où il pourrait être un prétendant au titre, il répond pas comme le gars qui a déjà été dans cette situation-là. Si Kimi Antonelli avait eu les week-ends que Lewis Hamilton a eu dans les dernières semaines, les pénalités de faux départ, des choses comme ça, on dirait, ah, il est en train de craquer le jeune. Ouais, mais Kimi Antonelli a déjà fait des sorties de piste très tard dans ses essais libres ou en qualification, puis il se retournait de bord, faisait un Ouais, tour, puis il se qualifiait deuxième en Australie, puis tu sais, c'était comme si de rien n'était. Alors, tu sais, sa naïveté, peut-être, c'était ouais, ça, tu sais, son l'aide super aussi. pouvoir. Ouais, ouais, c'est Ah ça. ouais, c'est ça. Ouais. Mais Euh, Moi, je pense que c'est que depuis que Leclerc a eu trouvé son fameux déclic, là, le vendredi soir à Silverstone, là, tout à coup, Hamilton n'est plus en avant de Leclerc. Tu sais, il doit aller un peu au-delà de ses moyens. Puis, comme avant, c'était Leclerc qui poussait trop. Accident à Monaco en qualification, puis il y en a eu un autre là, plus récemment. Mais là, c'est rendu que c'est Hamilton là, qui se retrouve dans la position de deuxième chez Ferrari. Puis c'est lui qui doit pousser un petit peu plus que normal pour se retrouver dans Leclerc. Ça fait que il est juste un petit peu trop rapide là, pour prendre le départ à Silverstone. Ça lui donne une pénalité. Et là, il en fait un petit peu trop dans les essais parce qu'il va aller au-delà de la voiture et ou tester les limites, puis ça fait qu'il prend des pas de recul. Je pense que c'est Leclerc, par sa hausse de niveau de pilotage, qui déstabilise Hamilton. Ça fait une belle bataille intra-équipe, sauf que ça aide pas beaucoup pour le championnat des pilotes. ouais. Dans le fond, la pire affaire qu'Hamilton a pu faire, c'est convaincre Charles de changer ses freins. Effectivement, il aurait peut-être dû garder ça pour lui. Ouais, Et c'est pour ça que souvent qu'on se parlait pas non plus entre équipiers qui se font la lutte. C'est pas toutes les équipes qui font du transfert de données d'un côté à l'autre du garage. Mais là, c'est sûrement que les freins, c'était trop évident, qu'on ne pouvait pas cacher ça. Oscar Piastri, de son côté, on en a parlé un petit peu, septième. J'ai envie d'aller vers les Racing Bulls, parce que je sais que tu les aimes bien. Lindblad, qui avait les améliorations pour le week-end. Parce qu'on sait, t'as suivi l'histoire un petit peu, hein, qu'on a fait un. Ben absolument, oui, je l'ai Ouais, entendu, puis j'avais lu ouais, ça, oui. c'est rafraîchissant. Tu trouvais ça le fun de ton côté, sauf que. Moi, j'ai trouvé ça le fun, Ouais, effectivement. Ça met les pilotes au défi. Puis, regarde, c'est quel meilleur gagne. Puis, c'est un peu ça, la Formule 1. Puis, euh, j'ai entendu les critiques là, qui disent que Lawson aurait dû être favorisé parce qu'il est en avant au championnat. Mais reste qu'on joue pas le championnat là, chez Racing Bull. Donc, je pense ouais. pas qu'on est dans cette ligue-là. Alors, on a voulu comme on traite les deux à égalité. Alors, on les met au défi. Celui qui se qualifie le mieux à Silverstone aura les innovations. Puis des fois, les innovations, ça va pas bien. Hein? Donc, là, ça a bien été. Mais c'était un peu couteau à double tranchant aussi. C'était une partie de l'amélioration aussi. Là, tu sais, fait que c'était Oui, quand même intéressant pour Lindblad. C'est lui qui avait eu la meilleure qualification à Silverstone. Donc, c'est lui qui a eu ce petit avantage-là au cours du week-end. Il a bien rendu, je trouve, parce qu'il aurait pu mettre la voiture dans le mur. On a déjà vu des recrues faire ça. Fait pas d'erreur. Non, mais tu comprends. Ah C'est des ouais, choses.
Je pense que tu pensais à Yuki Tsunoda l'année passée à Imola. Et voilà. On va te donner toutes les améliorations comme Max. Parfait. Je vais aller vous faire un test de. Bang! Je vais aller vous faire un test de sécurité, un test d'impact. Je vais rouler avec la voiture. Je vais tout faire. C'était le pire scénario. C'était à Imola de mémoire qui avait fait ça. Fait que Oui. oui. Lindblad, c'est ça qui reçoit les améliorations puis réussit quand même à mettre sa voiture huitième. J'ai trouvé que c'était bien fait, là. C'est dur, hein? On va avoir notre bilan à mi-saison là, qui s'en vient bientôt après le Grand Prix de Mhm. la Hongrie. Comme on le fait à chaque année, on va donner nos notes. Ça va être difficile de trouver des défauts à Lindblad parce que c'est un jeune, il faut le prendre en considération, mais normalement, il nous aurait fait des grosses erreurs qu'on parlerait de ah oui, là, mais pour l'instant, comme je le dis, ça n'arrive pas, là. Je veux pas le jinxer, je vais toucher du bois pour lui, je suis superstitieux, mais je trouve qu'il fait très, très bien. Il n'y a pas beaucoup de défauts jusqu'à maintenant. Ben, tu as tout à fait raison. Il est toujours très près de Lawson, dans ce cas-ci, un peu en avant. Ça s'explique. Mais tu sais, il est jamais très, très loin de Lawson en course et il lui fait la lutte. Lawson, c'est sûr qu'il a plus d'expérience, donc ça paraît pas véritablement. Et chez Racing Bull, on travaille très bien, là. C'est peut-être la plus belle surprise de l'année, là. Mais À c'est part peut-être. Antonelli, évidemment, là, tu sais, Ouais. mais on est à un autre niveau. Non, mais je comprends, mais en même temps, Antonelli, on le savait qu'il était bon, on savait qu'il Ouais, ouais. aspirait à des grandes choses, on savait que Mercedes, tu sais, Racing Bulls, c'est une écurie de développement. Will Lawson, moi, je te l'ai dit, là, j'avais pas mal lancé la serviette, je voyais pas grand-chose, je voyais des flashs, mais pas plus que ça. Puis là, on commence à, attends, on va continuer de se laisser du temps. Lindblad, depuis qu'il est arrivé, ben, il fait bien. Puis je trouve que c'est un peu une preuve de ça, le fait qu'on a décidé de dire, ben, on va faire une compétition pour les améliorations, ça veut dire que Lindblad complique un peu la tâche. Parce que j'ai l'impression que dans le temps, ça aurait été facile à l'ancienne de dire ben, le plus vieux prend ça, puis toi, Ouais, exact. subis. Mais le fait qu'il fait bien, qu'on a confiance en lui, ben, on n'a pas peur justement d'y donner des améliorations. Je complète un peu plus rapidement si tu le veux bien, parce Mhm. que Bortoletto, pour neuvième, quand même encore bien fait pour Audi, réussit à placer la voiture au bon endroit. Adjar, on le sait, il s'est sacrifié, donc dixième. Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Saints, Berman, Albon, Ocon, ça va pas bien. Bottas, Perez, Alonso et Stroll. Et Aston Martin, j'ai pas regardé l'écart pendant les qualifications. Ça m'a fait tellement peur pendant les essais libres. Je voulais même pas regarder ça après ça. Les as-tu Ben vus, toi, à écoute, peu près? c'était des 5 secondes, puis c'est Ah, rendu 4 à la fin. c'est épouvantable. Ouais. Ah, OK. Tu parlais d'Ocon. C'est bien beau parler d'Ocon, là, mais changer de pilote, c'est à peu près la 345e chose que Haas a à faire là, pour améliorer Ouais, son sort en ce moment. non, je suis Là. Tu sais, d'accord. fait que, Mais Ocon devrait quand même être capable de donner des données importantes à l'écurie, comme Berman le fait. Je sais qu'il n'est pas si loin que ça, Berman, mais j'ai l'impression qu'Ocon, il n'y a rien qui sort de là présentement parce qu'il ne sait pas. Puis je pense qu'il y a un rôle à l'ingénieur aussi qu'il faut donner. Il y a peut-être un manque d'expérience de ce côté-là. Je vois pas des miracles. Quand tu te fais battre aussi souvent par une recrue, ouais, c'est continuellement. Là. continuellement, je veux bien croire que Berman est très bon, puis il a un talent, puis c'est un gars rapide. Mais Ocon, c'était un gars rapide dans le temps aussi, là. Une fois de temps en temps, il devrait être capable de t'en donner une, mais là, il n'a pas l'air à comprendre pantoute ce qu'il a entre les mains. Puis la personne qui l'aide n'a pas l'air de comprendre aussi ce que Esteban veut avoir. Puis il a l'air d'avoir plus souvent qu'autrement de la confusion. Parce que ça reste que on peut reprocher, on peut donner tous les défauts du monde à Esteban Ocon, mais être rapide, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas y enlever d'habitude, là. Il a toujours été vite. Mhm. Il y a quelque chose qui est étrange. Puis on peut dire, ah, c'est les nouvelles voitures, mais ça a commencé l'année dernière aussi qu'ils cherchaient un petit Ben, peu. c'est ça. Tu sais, moi, je pense que le fait qu'on ait changé de réglementation et qu'Antonelli soit très jeune, tu sais, on a beaucoup parlé qu'il devait réapprendre à piloter. Là, je parle des pilotes en général. Pour moi, ça affecte moins un Antonelli par rapport à un Russell. Chez Haas, on pourrait transposer la même situation, mais la grande différence, c'est que Berman était en avant d'Ocon l'année dernière aussi. Ouais, Donc là, ça fait 2 ans de suite avec 2 réglementations différentes que Berman est toujours en avant de lui. Puis, tu sais, on le sait là, que Berman est l'avenir, puis Ocon, ben, malheureusement, il fait un peu partie du passé déjà. Là. exactement. Bon, ben, parlant du passé, on va dire que les qualifications sont choses du passé, puis on va s'en aller dans le futur, dans la journée de dimanche, parce qu'on a bien aimé. En tout cas, j'ai aimé mon spectacle de Spa. C'était pas le plus grandiose, mais on a quand même appris des choses sur les nouvelles voitures, puis on va tout décortiquer ça dès maintenant. Eh bien oui, c'est ce dimanche qu'avait lieu la 10e ronde du championnat du monde 2026 du côté de Spa-Francorchamps en Belgique. Un des circuits favoris des pilotes. On entendait Max Verstappen après la course notamment dire que c'est le meilleur endroit, le meilleur endroit.
Par contre, c'était pas le meilleur endroit pour les nouvelles voitures. Du moins, c'est un endroit, un tracé qu'on appréhendait beaucoup avec ces nouvelles technologies-là. Avant qu'on se penche un peu sur comment on a trouvé ça, puis en résumé, si on a mis le spectacle global, on doit quand même donner à tout seigneur tout honneur. Je sais que pendant les séances de qualification, on l'a nommé beaucoup. On vous a prévenu au début de l'épisode qui retiendrait beaucoup l'attention et je crois que c'est pleinement mérité. Mais Kimi Antonelli qui remporte le Grand Prix, une 6e victoire déjà dans sa jeune carrière, 6e pole, 6e victoire. Il réussit encore une fois à tourner ça. Des statistiques qui risquent de rendre très jaloux un gars comme Charles Leclerc. Mais je sais qu'on en a parlé beaucoup, là, Simon, je le disais, mais cette victoire-là, tu la classes où depuis le début de la saison pour Kimi Antonelli? C'est parmi ces week-ends les plus dominants. Moi, ce que je retiens de la saison d'Antonelli, c'est 3 week-ends en 10 Grands Prix, comme tu l'as dit. Miami, Monaco et Spa-Francorchamps. Puis à ces 3 endroits-là, il a dominé les week-ends et personne réellement a réussi à être à son niveau. Puis ça a été des victoires dominantes. Alors, tu sais, si on cherche à expliquer là, l'écart au championnat, il est avant tout là, dans ses dominations dans ces 3 week-ends-là. Puis après ça, on ouvre le dossier des DNF, des courses qu'il n'a pas terminées, puis toutes ces choses-là, puis tu te dis, quand il y a la voiture qui est capable de lui résister, là, il est dangereux, il livre la marchandise, puis il va même excéder ce que son coéquipier est capable de livrer. Avant qu'on parle justement de ce vis-à-vis-là, parce qu'il y a quand même une course au titre qui se Mhm. dessine, une course au titre qui commençait à retomber à la faveur des prétendants, puis tout d'un coup, Kimi a mis ses griffes là-dessus pour le ramener de son côté. Euh, mais le départ, je t'entendais dans les commentaires, puis tu n'étais pas le seul avant que ça arrive là, de savoir que Verstappen allait devoir attaquer Kimi dès le premier virage ou dès le début de l'épreuve s'il veut espérer gagner. Puis avec raison, c'est ce qu'on pensait de dire si Red Bull veut avoir l'ombre d'une chance de pouvoir battre les Mercedes, parce que là, on n'a pas l'aspiration, ne peut pas travailler en tant que coéquipier, ça va prendre de la magie de Verstappen. J'ai l'impression que Kimi a très bien entendu ça, puis l'a laissé passer au départ. Et Tu penses? c'était trop bien fait. C'était trop pour de se faire prendre si rapidement que ça. Puis en plus, Max a fait exprès de pas. Je pense que Kimi a ouvert la porte même dans le premier virage, mais Max a comme fait comme ah non, je le veux pas là. Puis là, il a réouvert un peu plus loin avant qu'on commence à monter. Puis là, j'ai l'impression que c'est là que Max a fait comme tu sais, l'instinct fait que tu peux pas le laisser deux Ouais. fois. Puis là, il est allé, puis s'est fait avoir. Ça a été. En tout cas, j'aimerais ça, là, peut-être dans sa biographie, on le saura, mais je pense que ça a peut-être été. Mais, mais Mais, Max a dit qu'il y a eu un surplus de puissance, puis qu'il écoute, il a comme été surpris, comme on a entendu ça ouais, quelques fois cette année, qui est rendu là, c'était moins dangereux de passer en avant que d'essayer de rester derrière absolument pour profiter de l'aspiration. Puis dans ouais, ce c'est ça. cas-là, il fallait passer au rouge. Donc, Ouais. je l'ai lu qui a dit ça là, après la course. Peut-être que ça veut pas dire que peut-être que Kimi n'a pas voulu le laisser passer, Ouais. mais en tout cas, c'est sûr qu'il n'a pas résisté. Là. Ça, on s'entend là-dessus. Non, non, il n'a pas résisté. Puis en même temps, c'est peut-être moi qui vois ça, mais j'ai l'impression que c'était très brillant de sa part de dire j'ai aucun intérêt. Puis la statistique était de son côté là, pour cette stratégie-là, parce que depuis 2021, il n'y a pas un pilote qui avait gagné en s'élançant de la pole. Du côté de Spa-Francorchamps. Fait que c'est pas c'est pas un avantage. Là, tu gagnes pas grand-chose en signant la Ouais. pole à Spa. Tu me permettras de ne pas tenir compte de 2021. Il faudrait sûrement reculer plus loin. Oui, ben exactement. En disant, en Pour ceux disant que qui ne là, s'en souviennent pas, il n'y ouais, avait pas eu de course. Hein? C'était le ouais. drapeau sous la voiture de sécurité sous la pluie. Exactement. Verstappen avait signé la pole. Après ça, ben, il pleuvait, on voyait absolument rien. On avait de la misère à voir sa voiture puis la voiture de sécurité. Puis il était le seul à dire sur le micro, non, non, c'est correct. Je pense qu'on peut y On y aller. va, on y On y va. Bon, va. ils sont Ouais, jamais ouais. allés. Ah, non, ça, jamais, c'est ça. Finalement, c'est là qu'on s'est ramassé avec l'histoire des demi-points. Là. Pour ceux qui suivent l'épisode assidûment et qui nous écoutent à chaque semaine, on parlait là, que c'était assez fatigant en 2001, en 2021 d'avoir des demi-points, mais c'était à cause de Spa-Francorchamps. Fait que c'est ça pour dire, quand on revient à ce qui s'est produit, j'ai eu l'impression, c'est ça, qu'il ne voulait pas nécessairement le traîner en haut de la côte, parce que c'est ce qui arrive à Spa Mhm. plus souvent qu'autrement, c'est que vous tournez le premier virage, celui qui est en avant, puis après ça, il sert d'aspiration, de bouclier pour le vent jusqu'en haut de la montagne. Puis là, finalement, c'est Verstappen qui est devenu le bouclier.
Puis ça arrive souvent, ça, c'est que c'est pas seulement le deuxième qui finit par te passer, c'est le troisième qui finit par arriver aussi, tellement c'est puissant, l'aspiration dans cette ligne droite-là. Et puis c'est ce qui est arrivé aussi. Une fois il s'est fait passer par Antonelli, ben, on a vu Leclerc arriver. C'est sûr que ça va aussi avec l'histoire si Verstappen avait utilisé trop de puissance ou avait eu un surplus, comme tu dis, qu'il a mentionné. Donc tout ça, c'est sûr que ça va de soi de dire, ben lui, il en avait plus pantoute à livrer, puis les autres avaient ce surplus-là, plus la traînée, l'effet était multiplié. Mais du moins, si c'était coordonné, puis si on a pensé ça du côté de Mercedes, que ça vienne de Bono, que ça vienne d'Anthony, que ça vienne de Toto Wolff, ou peu importe qui, j'ai trouvé que c'était très brillant de leur part. Et il faut quand même le concrétiser en piste. Hein. Des fois, c'est Ben facile de dire, oui, OK, on va faire ça sur ouais. papier. Puis là, tu arrives en piste, finalement, Entre c'est pas aussi dedans. facile que ça, le Ouais, réaliser. c'est ça. Fait que, Verstappen arrive avec un surplus d'énergie, il te rentre dedans, ta ouais. course est finie. C'est ça, là. Tu sais, on parle de Parce que ça. c'est un peu contre nature de laisser passer du monde ou de Ouais. juste de ralentir en départ. Fait que, effectivement, ça aurait pu mal se terminer. Donc, ils l'ont bien réussi, ils l'ont bien joué. Et rien à dire contre ce qu'Antonelli a fait au départ. Moi, je m'attendais vraiment, je craignais pas, dans le sens, je pense que les deux pilotes étaient assez bons pour pas s'accrocher, mais je pensais que Verstappen en haut, à les combes, allait tenter le tout pour le tout dans le premier tour. Puis là, j'avais hâte de voir si Antonelli allait être assez sage pour le laisser passer en disant, gars, je vais te ramasser dans 2 tours, inquiète-toi pas. Mais ça, il a fait ça, mais dans la seule première ligne. Ouais, c'est ça, il est allé tout de suite, puis on a vu Kimi. Puis si on parle, là, parce que je veux pas, on parle de déploiement d'énergie en haut de la côte, l'effet d'aspiration, ça a toujours été là à Spa, mais Mhm. l'ensemble du spectacle, parce que on va se le dire, là, on n'a pas toujours le temps de voir trop des Grands Prix d'avance, mais quand c'était le temps de nommer des Grands Prix qui pouvaient être problématiques, même avec les changements de réglementation, Spa vient tout de suite en tête à tout le monde, parce que c'est un circuit qui est pas évident, même quand on n'a pas besoin de reposer autant sur la batterie. C'était toujours un circuit où il fallait quand même planifier comment qu'on utilisait notre puissance, puis comment qu'on utilisait aussi notre voiture pour être dominant sur un tour complet. Donc là, on savait que le yo-yo racing pouvait apparaître. Moi, ce qui m'a dérangé, Simon, avant que tu te prononces sur ce que tu as trouvé, c'est que j'ai trouvé que les dépassements étaient beaucoup trop faciles. Puis ça, je suis pas prêt à le mettre juste sur le dos des nouvelles réglementations parce qu'on a eu ces situations-là à Spa par le passé où on a dû s'ajuster sur la longueur de DRS qu'on donnait. Tu te rappelles de ça, justement, Mhm. Oui, oui. notamment en haut? Ce que ça faisait, c'est que le DRS était tellement puissant qu'il n'y avait pas il n'y avait pas vraiment de compétition au point de freinage où ce que les deux pilotes tournaient un sur l'autre. Donc, à ce moment-là, il y en a eu aujourd'hui, vous allez me dire, mais moins que d'habitude. On a eu beaucoup de dépassements où, au bout de la ligne droite, les pilotes étaient tellement rendus d'avance qu'ils pouvaient prendre le temps de freiner, négocier la chicane puis partir. On ne voyait pas cette compétition-là nécessairement. Est-ce que c'est quelque chose que t'as remarqué au point de vue que ça t'a agacé ou c'est quelque chose que tu dis oui, bon, on sait qu'on peut le retravailler, mais c'est quelque chose qui a attiré ton attention? Ben, je me souviens particulièrement du dépassement, là, en fait, celui d'Antonelli sur Leclerc, là, la deuxième fois où il a pris la tête de la course pour de bon, là, autour du Mhm. 33e tour. Et oui, ça avait l'air facile. Mais d'un autre côté, il allait clairement plus vite que la Ferrari, là, tu sais, puis même Oui. que je vais vous dire que la Ferrari a été plus compétitive que je le pensais. Fait que, tu sais, je t'enlève rien, là, tu sais, à ce que la Ferrari a fait, là. Mais c'est vrai que le dépassement, tu sais, j'aurais aimé ça avoir une lutte un peu plus ardue pour la première place. Mais au-delà de ça, moi, j'ai fait avec, là, tu sais, puis je sais que les dépassements en ligne droite, ça arrive souvent que, tu sais, finalement, le pilote a le temps de revenir se placer en tête puis de bien négocier son virage, alors que ce qu'on veut, c'est un dépassement qui se fait au bout de la ligne droite dans le virage. Oui, Mais ça fait partie des ajustements, je pense, que la F1 va faire la saison prochaine quand on va ramener ça, le ratio à 60-40 là, entre l'énergie électrique puis à essence. en Alors, gros, ouais, ouais, en gros, ce qu'on veut, c'est ce que Russell a fait sur Hamilton. Ça, c'est plus t'as raison. semble, ouais, Oui. de voir un pilote être capable d'aller se positionner à côté de l'autre, avoir le droit d'être là, soit dit en passant, Mhm. puis après ça, de tourner, négocier le virage avec le pilote, puis là, tout d'un coup, ben là, finalement, il y a eu la collision. Parlons de Russell, parce que ça va avec Antonelli, la belle performance encore. George, bien sûr, doit faire du rattrapage, pense qu'il y a un problème moteur, arrive en haut de la côte, dit que justement, il se retrouve dans une position parce que sa voiture ne performe pas comme elle devrait performer. Finalement, tente un dépassement au départ d'Hamilton, essaie de négocier le virage, se fait accrocher, puis sa course est terminée. Euh, Tu penses quoi de cette situation-là? Tu penses quoi
de la décision de Russell d'essayer ça. Moi, je pense qu'elle était bonne, mais toi, tu l'as perçu comment? Ben, je pense que Russell se devait d'y aller, puis s'il n'avait pas été accroché par Hamilton, il aurait eu le virage, il aurait gagné la position sur Hamilton, et ensuite, il aurait rattrapé un petit peu là, de ce qu'il avait perdu dans la ligne droite. Euh, il avait l'air complètement démoli après la course parce que il sait bien que cet accrochage-là, c'est une conséquence. Selon ce qu'il dit, je me fie à ce qu'il dit, là, la batterie n'a pas rechargé dans le premier virage, ce qui fait que rendu en haut, il était à 30 à 40 moins puissant que les autres. Donc, évidemment, qu'il s'est fait bouffer tout cru par les Hamilton, Leclerc, puis quasiment Piastri. Ouais. Et donc, il était comme, on appelle ça un canard boiteux. Et donc, il se fait dépasser par tout le monde, essaie de limiter les dégâts, comme c'est sa spécialité cette année, en reprenant une position au virage. Puis là, malheureusement, incident de course ou pénalité, on y reviendra dans quelques instants, il se retrouve hors course. La conséquence directe de ça, c'est 50 points de retard sur Antonelli. Et là, je vais aller à ce que j'ai pas osé vous dire à la fin de la course à Silverstone. Mais en ce moment, ça veut pas dire que ça peut pas changer d'ici la fin de la saison, mais en ce moment, moi, je suis plus à l'aise de dire qu'il y a une course pour le titre. Il y a une course pour la deuxième place. Ah, ben, je pense que c'est une grosse déclaration, mais j'ai pas les arguments pour te dire que tu as tort présentement. Pas avec ce qu'on a vu de Lewis Hamilton, puis pas avec ce qu'on a vu de George Russell au cours du week-end. Parce que la réplique, de l'autre côté, est quasi parfaite. Même si Kimi Antonelli a ses imperfections dans ses perfections, si vous comprenez où ce que je veux en venir, ça Mhm. finit qu'au bout de la ligne, quand quelqu'un qui n'a pas écouté les courses cette année, puis regarde les résultats, tu te dis, ouais, il y a un gars qui fait bien en. En tout cas, ça va bien ses affaires à lui. Oui, il y a eu des montagnes russes, il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des excursions hors piste, il y a eu des abandons, mais il est là pareil. Il fait très, très bien. Puis de l'autre côté, ben, tu as des gars qui ont des week-ends boiteux, qui ont des week-ends en denti. En denti, ça va pas super bien, mais ne réussissent pas à avoir le même résultat au total. Quand on regarde la saison de Russell, on se dit, oh, t'es en train de se faire complètement dominer par son coéquipier. Puis j'ai envie de dire du côté de Lewis Hamilton, c'est différent, mais Hamilton, c'est les pénalités qui continuent d'arriver. On peut en venir parce que les deux ont été directement reliés dans cette course-là. Mais Lewis Hamilton a eu pénalité sur la grille à Silverstone chez lui dans une situation où il aurait peut-être pu disputer la victoire à la fin de cette course-là. Finalement, arrive à Spa-Francorchamps. On l'a dit, vendredi, ça a été une journée à oublier au global. Après ça, samedi, il commence la journée où ce qui avait repris, où ce qui avait commencé, où ce qui avait terminé vendredi avec une sortie hors piste. Après ça, ben, le qualif est pas à l'aise, arrive dans la course, commence avec un accrochage avec Russell. Puis là, on peut arriver à la décision de la FIA, mais c'est pas la première fois qu'Hamilton a des accrochages dans ce virage-là. Là. Je pense notamment à Alonso il n'y a pas si longtemps que ça. De mémoire, il y avait eu Rosberg, Button. Là, il s'accroche avec Russell. C'est vraiment quelque chose qui cloche dans sa façon d'appréhender ce virage-là parce qu'il donne la place à l'extérieur à George, ce qui est correct. Il doit lui laisser. Il doit reconnaître que George est là. Parce qu'à cause de la position des essieux, mais en même temps, il se colle pas trop sur l'intérieur, Hamilton. Il veut pas trop lui donner d'espace, ce qui est Mhm. correct. Ce qui est correct, c'est les bons pilotes, s'ils en donnent trop, je serais le premier en train de critiquer, de dire que là, il l'a invité carrément à passer à l'extérieur. Sauf que le risque, c'est que tu n'as pas de marge de manœuvre. Là, ce qui arrive, c'est que la voiture devient dur à contrôler. Il y a l'effet avec l'air sale qui arrive, comme il l'a bien expliqué. Il est en train de freiner, il est en train de négocier le virage, la perte d'appui aérodynamique sur sa Ferrari. Puis là, pour compenser, ben, il veut essayer de la rattraper, sauf qu'il n'y a pas de lousse en bon français. Là. C'est aussitôt, boum, dans la voiture de George. George ne terminera pas la course, c'est son adversaire direct au championnat. Pour ces circonstances-là, moi, j'ai tendance à me ranger en faveur de la décision qui a été de donner une pénalité, du fait que si tu donnes une pénalité à quelqu'un, moi, j'ai la mentalité de dire, faut que tu expliques ce qu'il aurait dû faire de différent. Mais tu pourrais dire, ben, tu aurais pu laisser un peu plus d'espace. Puis ça, c'est pas très ADN de course, je le comprends, mais tu dois être en contrôle de ta voiture. Ça, c'est la base. Là, tu ne l'étais pas. De l'autre côté, Russell est sorti de la course, il perd des points au championnat, il est rendu à 50 points de son adversaire, mais j'ai rien à lui reprocher. Je peux pas lui dire. Fait que c'est pour ça, pour moi, je me range du côté qu'on doit punir Hamilton à cause de ces circonstances-là, parce que j'ai rien à reprocher à Russell, mais c'est lui qui est sorti de la course. Ah ben ça, c'est l'injustice de la course qui arrive. Hein? C'est Mhm. celui qui se fait frapper, qui se retrouve hors piste, puis là, il est dans le bac à gravier, il n'y a rien à faire. Si on a à lui reprocher quelque chose à Russell, c'est de ne pas avoir été capable de mieux se positionner sur la Exact. grille. Exact, oui. Ceci étant dit, s'il est pour perdre 35 à 40 de sa puissance moteur dans la ligne droite de Kemmel,
même s'il est deuxième sur la grille, il se retrouve probablement dans la même position, là. Ouais. Ou en tout cas, ça aurait été risqué avec les autres, Leclerc, Verstappen, etc. Donc, effectivement, là, j'ai pas grand-chose à reprocher à Russell. Moi, j'ai trouvé, là, d'essayer de reprendre au freinage, puis tout me laisse croire qu'il aurait réussi, là. Ça aurait été une super belle manœuvre, là, honnêtement. Alors, je peux pas. C'est juste dommage que ça se produise puis qu'il écope. Au moins, il n'était pas dans l'état d'esprit de blâmer toute la terre entière pour ses malheurs. Il savait très bien que c'est son déficit de performance qui expliquait ses malheurs aujourd'hui. Moi, pour ce qui est de la pénalité de Hamilton, je suis vraiment sur la ligne. Elle a été donnée, je suis pas en désaccord. Son erreur, ça a été le petit mouvement de volant quand il l'a échappé. Tu parles souvent de son âge. Est-ce que Hamilton, il y a 10 ans, aurait été plus fort physiquement et n'aurait pas échappé la voiture? On ne le saura jamais. Mais c'est possible. Mais ça ne veut pas dire que c'est non plus. Je ne veux pas dire que c'est absolument ça. Mais il a quand même échappé le petit mouvement de volant là, qui fait en sorte qu'il entre en collision avec Russell. Et en ce sens-là, il est fautif. Mais si on avait décidé que c'était un incident de course, je ne me serais pas plaint non plus. Ouais. En plus, George a dit après que c'était probablement un incident de course. Donc, le Exact. Il principal. n'a pas blâmé Ouais, du tout Hamilton, là. exact. Il n'a pas du tout blâmé ça. Puis en plus, il a dit la même chose, là, que c'est lui qui s'est mis dans cette situation-là à cause justement du groupe moteur. Donc, tout ça, il a été, je trouve, bon joueur de ce côté-là. Je pense qu'il travaille un petit peu peut-être sur sa réputation parce qu'il en prend un coup là, dans les dernières semaines, un peu partout dans les réseaux, puis on voit ça passer. Puis à longue, les pilotes, ben, ils sont pas fous non plus. Là, ils voient ça. Puis il y a bien du monde qui trouve qu'il devrait justement peut-être conduire plus, se concentrer un peu plus sur ce qui se passe en piste, puis arrêter de regarder. Donc là, il n'a pas fait pénalité à ci, pénalité à ça. Sauf que je pense qu'il aurait eu raison de le faire dans le sens qu'on a nommé, puis on a vu d'autres circonstances comme ça où si un pilote arrive perd le contrôle de sa voiture, ben dans ce temps-là, on dit t'es pénalisé parce que tu dois le garder. Si ça avait été un incident de course, ouais, j'aurais peut-être été capable de comprendre avec les explications qu'on m'aurait données, mais j'aurais quand même trouvé ça dommage pour George, même si le fait qu'on ait puni Hamilton ne change pas grand-chose à George, mais quand même, il n'était pas en contrôle de sa voiture. Je Mais reviens à ça a dire. changé les choses pour la course de Hamilton, par contre. Oui, 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 c'est sûr, parce que ça, Ouais. ça a affecté sa voiture, la 5 secondes de pénalité après ça. Fait que c'est pour ça que j'en viens à ce que je disais un peu tantôt. Son super pouvoir devrait être, qui a déjà été dans ces circonstances-là, il devrait comprendre que tu peux pas commencer une course contre les Mercedes présentement en tirant dans le pied de 5 secondes. Tu l'as pas, cette 5 secondes-là en Ouais. banque. Même avec tous les efforts possibles, même si tu arrêtes sur la voiture virtuelle de sécurité, sous la voiture virtuelle de sécurité, puis que tu sauves environ 10 secondes sur ton arrêt au pluie, tu gagneras probablement même pas la course. On l'a vu avec Charles Leclerc. Donc, tu peux vraiment pas partir de reculons du côté d'Hamilton. Donc, je veux pas être redondant avec ça, sauf que ça fait 2 week-ends où ce qui débute la course au premier tour avec 5 secondes de pénalité. Moi, j'ai de la misère à voir. Tu sais, si tu dis, George, on n'a plus de course au titre, ben j'y vais aussi avec Lewis la même affaire parce que même s'il a pris le deuxième rang, s'il est pour continuer à faire des choses comme ça fonctionnera pas. Mais c'est une autre raison pourquoi je dis en ce moment, il n'y a pas de course au titre. C'est parce que les Ferrari, et ça, tu en parles souvent, se prennent mutuellement des points en ce moment, là. Oui. C'est Hamilton qui est deuxième à 45 points de retard, mais depuis 2 courses, c'est Leclerc qui est le dessus sur Hamilton. Donc, tu sais, Hamilton il a fini quatrième aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Ouais. Et à Silverstone, il était un petit peu plus loin. Alors que à Silverstone, en tout cas, il n'a pas gagné, alors qu'il aurait pu gagner la course. C'est Ferrari qui a gagné. Donc, c'est là, c'est Leclerc lui vole des points en ce moment. Donc, ça favorise qui? Ça favorise Antonelli qui a juste besoin de continuer ce qu'il fait, puis l'écart reste stable, sinon il grandit, mais en tout cas, il n'en perd pas. Alors, et ceci étant dit, j'aimerais donc ça qu'on en ait eu une course au titre. Puis, tu sais, je me fie encore à l'année passée. On disait à peu près la même chose de Norris, de ce qu'on dit sur Russell. Puis finalement, on a trouvé le moyen après la pause du mois d'août. Et je souhaite que Russell soit capable de faire ça. Mais en ce moment, Antonelli est vraiment plus fort. Puis du côté de Ferrari, je trouve qu'on est encore capable du meilleur comme du pire. Autant qu'on s'est amélioré sur des situations comme la stratégie, j'ai été vraiment content qu'on Mhm. allume enfin de dire il y a une voiture de sécurité virtuelle, Charles n'a pas encore arrêté, c'est le temps. Puis là,
Vous allez me dire, ben, c'est juste le gros bon sens. Oui, mais on a tellement été habitués par le passé que le gros bon sens, ça résonnait pas comme ça, là. Ça résonnait plan B, plan F, plan D, plan Z, mais il n'y avait pas vraiment de gros bon sens qui sortait de là. On aurait sûrement trouvé une façon, par le passé chez Ferrari, de voir quelque chose que personne ne voyait, puis finalement qui n'était pas là, de dire, ah non, on n'est pas obligé d'arrêter On tout va ça. attendre un tour de plus Ouais, juste pour être sûr. être sûr. Puis finalement, tu te fais brûler. Non, Ouais. on envoie tout de suite Charles dans les puits, puis en plus, on redouble avec l'audace parce qu'on dit on va faire venir Hamilton aussi, puis Hamilton, il y a une pénalité de 5 secondes à servir. Donc Charles, on change ses pneus, on le renvoie en piste, Hamilton arrive tout de suite après, on commence à faire l'arrêt, puis là, je suis là, ah, c'est brillant, on sert la pénalité, puis tout ça. Puis là, on se rend compte après tout ça, quand on démêle un peu tout, que oui, il y a un employé de Ferrari, un mécanicien là, qui a failli être démembré en direct à la télévision ou se faire rouler dessus par Hamilton. Heureusement que Lewis a eu le réflexe. Je ne sais pas comment il a fait pour savoir, parce que je pense pas que dans l'angle de vue, quand que le mécanicien a voulu finalement, c'est donner le fameux clic là, pour les gens Mhm. à la maison, c'est que lorsqu'on change les pneus, les pilotes souvent veulent changer la dynamique de l'aileron avant, l'appui qu'on donne sur les pneus, donc dépendamment si on est en gomme tendre, gomme médium. Donc souvent on veut un clic, deux clics, on veut changer un peu comment l'aileron va affronter le vent, puis justement la charge qu'on va mettre sur les pneus. Donc ça, le mécano reçoit le message un peu trop tard. C'est ce qu'on a su après ça dans tout ce debriefing-là d'après-course. Là. Pourquoi il n'a pas été pénalisé? C'est que le message a été envoyé trop tard, puis là, on dit ah, change le degré en avant. Fait que là, il veut y aller, mais pendant ce temps-là, il y a quelqu'un qui dit à Hamilton, tout est beau, décolle, la lumière verte s'allume. On a vraiment évité le pire. Bravo au réflexe de Lewis. Mais encore là, autant que je trouvais que tout s'est bien passé, finalement, on s'est tiré dans le pied parce que ça a coûté un arrêt qui était un peu plus cher. Puis là, le temps qu'Hamilton sorte, plus le 5 secondes de pénalité, on aurait été vraiment quand même bien placé là, en sortant des pluies parce qu'on aurait pu quand même gagner de cette voiture-là. Là. Oui, puis plus le fait qu'Hamilton s'est plaint de son aileron pour le reste de la course. Ben oui. Et il a même dit après la course, avec un aileron avec un meilleur angle, mieux positionné, il pensait qu'il avait le rythme pour l'emporter là, pendant ce Grand Prix-là avec des longues lignes droites, puis un circuit qui n'est pas catalogué Ferrari. Bon, mais c'est quand même l'impression qu'il y avait. C'est donc la pénalité, le contact, tout ça fait en sorte que c'est loin d'être optimal comme performance. Mais reste que dans l'esprit d'Hamilton, puis peut-être celui de Leclerc, ça, je l'ai pas entendu dire ça, mais peut-être qu'ils se disent si ça s'était déroulé autrement, j'avais mes chances de gagner. Alors, c'est bon, ça, pour l'esprit d'équipe chez Ferrari. Ouais. Mais tu sais, puis petite chose, Hamilton s'est sauvé d'une deuxième pénalité parce qu'il aurait pu être pénalisé en Oui. temps là, avec ce contact-là avec le mécanicien. Mais comme il s'est arrêté, comme un peu, tu sais, c'est pas ça qu'il a fait, là, mais son réflexe a été de s'arrêter pour être sûr que le mécanicien était correct. Mais il est reparti tout de suite. Mais le fait que ce soit arrêté, la FIA a dit OK, il a pas continué sa route en se fichant complètement de l'état de son mécano. Il a eu une conscience morale de s'arrêter pour être sûr qu'il était bien, donc on le pénalisera pas. Ouais. Tu sais, moi, je veux pas le blâmer. La lumière est verte, son rôle, c'est de partir, c'est de pas perdre de temps. C'est la coordination chez Ferrari. Peut-être qu'on a décidé trop tard de modifier l'aileron. On aurait peut-être dû avertir Hamilton en disant sois un petit peu plus patient, que tu as perdu une seconde, on va modifier ton aileron. Mais tu sais, quand on couraille après les dixièmes de seconde, ce sont les risques qu'on prend. Et moi, ce qui m'a déçu aussi là-dedans, c'est que autant qu'on vantait les nouvelles communications, on comprend des bonnes stratégies, là, il y a eu une erreur d'exécution, une erreur de communication qu'on apprend à travers tout ça, c'est que c'est Hamilton qui prend le téléphone, j'aime ça dire l'expression, qui prend le téléphone, là, Ouais. puis appelle l'ingénieur après une coupe de tours, dit c'est quoi qui se passe avec mon aileron avant? Ah oui, on a oublié de mettre le. Pourquoi tu y as pas dit tout de suite? Effectivement, on aurait Tout dû le le monde, dire. tout le monde le savait, on l'a vu, c'est ce qu'il a essayé de faire, le gars avec le bras, même. On pourrait dire, ah ben Louis, ben, tu s'en rends compte qu'ils l'ont pas fait, puis en même temps, avec l'excitation, on regarde la lumière, lui, il faut que ça se passe vite, là, un aéropuits, là. Arrête au bon endroit, après ça, prépare-toi à décoller. Puis là, à un moment donné, lui, il commence à négocier des virages, voit de l'instabilité, parce que les pilotes s'en rendent compte, c'est pas pour rien qu'on demande ça, c'est parce que c'est quelque chose qui, c'est pas subtil, là, c'est quelque chose qui change vraiment le ballon de la voiture. Puis là, tout d'un coup, après peut-être un tour et demi ou deux tours, il pose la question, puis là, ah ouais, on a oublié de te le dire. Hey, moi, j'aurais tellement voulu que ça soit oui, Lewis, il est correct. Tu sais, parce que Lewis a tout de suite informé, s'est tout de suite informé est-ce que Ouais, le mécano est correct. Ça aurait été le temps de dire oui, Lewis, il est correct, mais malheureusement, on n'a pas eu le temps de modifier ton aileron. Je pense qu'il aurait probablement laissé une coupe de bip et de Jérôme, mais effectivement. il aurait peut-être au moins été capable de négocier les premiers tours et de comprendre qu'il était dans cette situation.
tout cas, Puis d'être un peu plus à l'attaque, même s'il n'est pas satisfait de l'état de sa voiture, parce qu'il aurait compris la situation. Ouais, exact. Mais ça m'amène en début de course aussi, on ne semblait pas l'avoir averti avant plusieurs tours plus tard qu'il était pénalisé. Oui, Il ne ouais, comprenait pas la stratégie, puis pourquoi on me fait faire ça, puis c'est pas du tout ça, pas du tout ça le plan, puis on avait juste à lui dire plus tôt, tu as une pénalité de 5 secondes. Là, il passe sa frustration, ça dure quelques secondes, puis après ça, il continue sa course. il Là, aurait il pu a comme été compenser. déstabilisé par ça, là. Ouais, il aurait pu compenser au moins, c'est ça. Oui, oui, en plus, Ouais. effectivement. Quand tu as un grand talent comme ça entre les mains, tu le payes ce prix-là pour justement faire de la magie. Des fois, tu dis, écoute, Lewis, on est dans le trouble, on part avec 5 secondes. Tu sais, garde ta tête basse, puis hammer time, on disait dans le temps. Là, Oui, ça aurait été ça. exactement. Il Ouais. aurait pu dire, OK, ben, je vais aller la rechercher, cette 5 Ouais. secondes-là. Quand Et c'est là, lui finalement, contre le monde, Lewis nous a habitués par le passé à être capable de sortir des grandes performances. Donc, j'imagine que du côté de son ingénieur, il faut qu'on travaille là-dessus aussi. Puis on a vanté, là, depuis qu'il est arrivé, l'ancien ingénieur Akimi Raikkonen, bien entendu, pas Ricardo Adami qui nous causait, que ça sonnait engagé. Là, lui, il a l'air plus proactif, mais aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il était moins là, là. Il aurait pu donner un meilleur. Mais tu sais, Lewis aussi a ses torts là-dedans, mais faut être quand même juste des deux côtés. La bonne nouvelle, en terminant pour boucler la boucle avec Lewis, c'est que c'est Hongrie la semaine prochaine, cette semaine, pour les gens qui nous écoutent. Puis c'est probablement le meilleur circuit pour lui. C'est là qu'il a eu le plus de succès dans sa carrière. Il n'y a jamais personne qui va probablement égaler ses records en Hongrie. C'est une mini-piste de go-kart. En plus, ça se prête super bien au Ferrari. Donc, il y a du positif pour ça. Là, si on peut reconstruire, là, de revenir un peu sur ce qu'on était en train de construire avant les derniers Grands Prix du côté d'Hamilton. Mais encore là, s'il se fait avoir par Leclerc en Hongrie, ça pourrait devenir très lourd très vite. et qui était en pôle l'année passée en Hongrie quand Charles Ferrari était nulle Leclerc. part? C'est Charles ça. Leclerc. Ouais. C'est pour ça que je dis ça qu'il y a une possibilité aussi que Charles Ah peut oui. sortir. Fait que c'est pour ça que ouais, ça va être à surveiller, mais ça, c'est quelque chose de positif. Est-ce que tu avais autre chose à ajouter sur les rouges? Parce que Leclerc, quand même, une belle performance, a Ben, donné. Tu sais, la voiture virtuelle a fait en sorte que probablement ça l'a mis dans une bonne situation, a quasiment remporté la course. Je pense pas qu'il était très près, mais je veux dire, a tout donné ce qu'il pouvait pour nous laisser croire qu'il y avait des chances. Donc, comme tu l'as dit, le dépassement, quasiment 10 tours avant la fin, là, on voyait qu'il n'y avait pas, il n'a pas pu vraiment résister ou se faire justice. Là. Il avait tout donné. Là. non, mais je pensais qu'Antonelli allait le rattraper en 5 à 6 tours, puis pendant plusieurs tours, tu vois qu'Antonelli gagnait, mais un dixième par tour, là, à peu Ouais. près. C'est pas long, là, sur 7 kilomètres, un dixième. À un moment donné, là, Antonelli a comme augmenté le rythme, puis il l'a rattrapé, mais Leclerc a été intelligent, il est resté dans les 5 secondes, parce qu'à la fin, malgré tout son talent, Antonelli est encore sur la limite d'avoir une autre pénalité pour avoir dépassé et pas respecté les limites de la piste. Ouais. Donc, il aurait pu aller voler la victoire de cette façon-là. Donc, il a bien couru, Leclerc, aujourd'hui. Son comportement, on a jugé le comportement de son coéquipier dans la pénalité qu'il avait eue. Il y en a beaucoup qui pensaient ou qui croyaient que Charles aurait dû être pénalisé pour son comportement avec Oscar Piastri. Je pense que ça va de soi d'avoir une explication avec ça. Pourquoi que. Parce que là, moi, je pense que de ce côté-là, Charles n'aurait pas dû être pénalisé. Les gens qui nous écoutent disent ben là, Martin, tu peux pas se quasiment au même endroit. Tu peux pas dire que. Hamilton, la raison, c'est que euh, selon le code de pilotage qui a été, bien sûr, accepté par tous les pilotes, comme quoi que tu dois être à côté. Là. Les rétroviseurs, c'est plus facile des fois à noter, ou les essieux, pour avoir le droit à ton espace. On doit aussi ne pas bouger sous la zone de freinage. Il y a 2 endroits qu'on peut regarder ça. J'ai trouvé que oui, Leclerc n'avait pas vraiment besoin, selon le règlement, de se préoccuper ou d'accorder de l'espace à Piastri qui voulait se faufiler à l'extérieur de Charles. Puis Charles, de l'autre côté, veut suivre un peu la trajectoire de course. Il dit oui, je freine, mais je m'en vais un peu plus vers la gauche parce que je veux tourner vers la droite. Il est bon joueur là-dedans. J'ai pas le talent de Charles, mais si j'étais dans un jeu, j'aurais probablement fait la même affaire. Fait que j'ai probablement un pilote qui aurait dû être pénalisé si vous croyez que c'est le cas. Mais j'ai pas trouvé que c'était hyper dangereux, comme Piastri disait, on aurait pu. Je trouvais qu'Oscar essayait quelque chose. Finalement, Leclerc lui donnait pas. Je pense qu'il aurait peut-être dû s'en rendre compte avant. Puis finalement, il y a eu accrochage. Puis c'est Piastri là, qui a perdu des morceaux de sa voiture. Ouais, puis son niveau de performance ensuite a diminué parce qu'il a dû surcompenser en en demandant plus à ses pneus. Puis là, Piastri n'était plus capable de suivre les Ferrari. Donc, je pense que tu as raison là, sur toute la ligne, je suis avec toi. Il ne méritait pas d'avoir des pénalités. Piastri n'a jamais donné l'impression qu'il allait passer devant Leclerc là, pendant cette tentative-là. Donc, c'est ça, il a forcé trop. Si on se penche un peu sur les McLaren, parce que Lando Norris, qui partait de loin à l'arrière, ça a été une belle performance aujourd'hui. Il a dit, par exemple, j'ai probablement eu toutes les malchances que je pouvais avoir.
as-tu aimé comment qu'on a. Moi, j'ai pas aimé comment on a géré. Là. On parle de Ferrari côté stratégie. Mais quand Lando Norris arrive derrière Piastri, à un moment donné, on sait que Piastri a des dommages sur sa voiture. Oui, la fameuse règle orange papaye, dépassez-vous pas, faites attention, regardez-vous, dites-vous des saluts, je sais plus qu'est-ce qu'ils ont le droit de se dire. Mais j'ai trouvé que c'était maladroit un peu comment on a voulu gérer ça. Même Lando avait pas trop l'air sûr. Comment je le dépasse. Piastri, je le laisse passer, je le laisse pas. Je résiste pas. As-tu la même perception qu'on aurait peut-être pu un peu mieux gérer ça côté communication, du gars, Lando passe, puis après ça, on s'arrangera plus tard? Entièrement d'accord. Et parce que je pense qu'on n'a pas trop osé le demander à Piastri. Puis, tu sais, le fait qu'il était handicapé, là, à la suite du contact avec Leclerc, c'est comme venu justifier la chose, mais on a perdu du temps. Mais quand j'ai vu que Norris partait 13e puis Piastri était devant, dans ma tête, c'était clair qu'on allait arriver à un moment. Norris avait été tellement rapide quand même en qualification Mhm. où il allait remonter, puis là, il allait se buter sur son coéquipier. Puis qu'est-ce qu'on allait faire à ce moment-là? Parce que quand même difficile de demander à Piastri si ta voiture est bien performante, de laisser passer son coéquipier parce qu'il est juste plus rapide. Mais reste que, tu sais, on aurait perdu beaucoup de points potentiels chez McLaren si on l'avait pas fait. Donc, je pense qu'on l'a quand même bien joué, mais tu as raison de dire que c'est pas optimal. On a comme trop attendu, ça n'a pas été assez clair, mais au moins on a été ferme sur le fait qu'il n'y avait pas de yo-yo racing parce qu'on sait que les pilotes se ralentissent quand ils font ça. Quand ils font ça, ouais, on a appris de ce que Mercedes avait fait déjà dans le passé, Exact. donc on voulait pas faire la même chose. De ce côté-là, ça a été bien géré. Ben, comme tu disais, la veille, tu avais appréhendé que ça arriverait du côté de McLaren. On doit avoir vu ça aussi. Donc, on se devait d'avoir quelque chose, un scénario pour ces circonstances-là. Puis on n'était pas capable de le faire. Le fait que Piastri avait une voiture abîmée, mais on aurait peut-être dû être un peu plus proactif de ce dossier-là. Parce que j'ai l'impression qu'en bout de ligne, on a payé le prix. On aurait probablement pu finir plus haut du côté de Lando Norris, mais encore là, on a choisi de honorer la règle d'orange papaye si c'est vraiment ça le cas. Ben, on choisit de garder la bonne entente au sein de l'écurie en se disant que ultimement, ça va mieux fonctionner pour tout le monde si chacun est le plus heureux possible. Je refais un petit tour du classement parce que, bien sûr, je me suis un Ouais. peu promené partout. Donc, Antonelli, bien sûr, a gagné la course. Leclerc, Verstappen. Red Bull, là, je vais faire une parenthèse rapide. C'est dur à juger la fin de semaine parce que on s'est ramassé là parce qu'on a travaillé à deux. On n'aura pas toujours ce luxe-là. On était rapide dans la section où il y avait bien des virages. Depuis les dernières années, c'était plus du tout l'ADN des voitures Red Bull, mais ça l'était par le passé. Dans les bonnes années Red Bull, tu te rappelles, Simon, c'est certain que les circuits où on avait des virages, où on était capable d'attaquer, c'est là normalement Oui. on était fort. Donc ça m'a surpris. J'ai l'impression qu'il y a de l'espoir parce que si on est capable de retrouver ça, puis de garder le fait qu'on a supposément un des meilleurs moteurs, c'est pas tout à fait le cas, mais on est capable quand même d'être rapide en ligne droite à certains moments. Je me suis dit que il y avait quand même du positif. Le fait qu'Adjar partait loin, on a mis l'utile à l'agréable. Toute la fin de semaine, on l'a mis en séquence, même pendant les essais libres, on l'a mis en séquence de course. Donc, les réservoirs avec plus d'essence, on fait des tours, on accumule des données. Puis là, on s'est rendu compte, selon Isaac Hadjar, on a trouvé des choses. Donc, peut-être des moyens de faire en sorte que la voiture devienne moins dure sur les pneus, qu'on soit mieux capable de contrôler les pneumatiques. Puis on l'a vu, autant que Verstappen n'a pas vraiment aimé son relais sur les gommes dures, du côté d'Adjar, ben, on a favorisé ça du côté de Red Bull, puis on a été bon. Là. On a joué avec les voitures de sécurité virtuelle, on n'a pas eu peur d'arrêter à Jar de se débarrasser tout de suite des pneus qu'on voulait pas, mais de faire le changement parce qu'on n'a pas le choix. On peut pas juste utiliser une sorte de pneu en Formule 1. On doit utiliser, si on part en médium, mais on doit utiliser un train différent à un certain moment. Donc, on s'est débarrassé de ça tout de suite à la François Goulet dans Gran Turismo. On a fait ça, puis on a bâti là-dessus, mais on est allé accumuler beaucoup de données. Donc, est-ce que je me trompe ou c'est dur à juger la fin de semaine, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même eu un fond de positif pour Red Bull, même si on a appris qu'on n'est pas encore là pour disputer les victoires, mais qu'on est quand même été capable de chercher des bonnes données qu'on va pouvoir construire là-dessus. Moi, j'ai l'impression que si Adjar n'avait pas eu sa pénalité de 30 places, là, puis qu'il avait pu à faire un bon tour en Q3 puis bien se positionner sur la grille, il avait une chance de terminer quatrième. Oui, Alors, tu sais, c'est pas un week-end perdu du tout là, pour Adjar et Red Bull. Je pense qu'on construit bien, ils progressent. J'ai beaucoup aimé le pari que tu as mentionné, même si ça implique de faire des longs tours sur une gomme dure. Mais après ça, tu as réussi à t'arrêter sous la voiture de sécurité virtuelle, donc tu perds moins de temps. On l'a très bien géré, puis Adjar a donné ce qu'il avait à donner pour finir juste devant Norris.
C'est ça, parce qu'on le voyait dans la mentalité de construire la voiture. Ce qu'on avait préparé pour Max, c'était pas super pour les gommes dures. Puis c'est souvent le cas avec Red Bull depuis un bout de temps quand même, depuis certains, je dirais, une couple d'années, qu'on n'aime pas les gommes dures. Puis là, du côté d'Adjar, c'était tout le contraire. On semblait être capable d'extirper la vitesse et d'être bon là-dedans. Fait que puis on sait qu'on n'avait pas les mêmes réglages, donc c'était quelque chose qu'on va pouvoir utiliser ailleurs. Du moins, être bon dans les virages, on va en avoir besoin en Hongrie parce que ça tourne pas à peu près là-bas. Bortoletto, qui se faufile dans les points, se faufile devant les Racing Bulls. J'ai eu une pensée pour toi parce que tu nous répètes souvent que l'écurie comme Audi, leur Ouais. mission devrait être d'être là. Ben, Bortoletto a eu mission accomplie. Enfin! Écrit en lettres majuscules, Audi est là où elle devrait être, c'est-à-dire devant les Racing Bulls. Puis, je le répète, c'est pas un coup de coude dans les Racing Bulls. Ils font bien. C'est juste que Audi, tu sais, n'est pas une écurie de développement. Et je trouve que là, on commence à bien performer. En tout cas, en fin de semaine, c'est encourageant. Alors, bon pas en avant. Ça fait pas oublier que Bortoletto est quand même 25 secondes derrière Norris, qui était septième. Là, tu sais. Il y a Ouais. quand même un déficit de performance qui est présent. Mais tu sais, devant les deux Racing Bulls, devant les deux Alpine, donc tu sais, là, aujourd'hui, le meilleur des autres. Ça me mène à penser au coéquipier Hülkenberg, qui n'a pas encore marqué de points cette année. Et je me demande, et je pense pas qu'il fait mal, Hülkenberg, c'est juste qu'il est pas éclatant. Et quand tu regardes certains pilotes coincés là, dans leur baquet, là, je pense à un Sainz chez Williams ou même peut-être à un Burman chez Haas, tu sais, qui cherche à améliorer sa situation. Si les gérants de ces gens-là pourraient te donner un coup de fil chez Audi en disant, ton Hülkenberg, là, il donne-tu vraiment ce que tu t'attends de lui? Est-ce que si tu n'avais pas un Sainz comme pilote expérimenté à la place dans l'écurie, ça serait pas une meilleure position? Et si le gérant fait ça, est-ce que ça ferait pas réfléchir Audi? Autrement dit, Hülkenberg, il va falloir que bientôt, là, il fasse quelque chose où on fait un wow. Parce que c'est pas qu'il est pas bon, là, c'est pas ça du tout. C'est juste que il y a juste 22 sièges en Formule 1, puis là, actuellement, il est pas éclatant, puis il y a des pilotes qui ont une cause légitime en disant, mets-moi là, puis je vais faire mieux. Et je Puis, pense que Sainz et Berman sont des bons exemples. Berman serait compliqué, là, il a affilié à Ferrari, mais ça se prête, un pilote. Si tu veux qu'il progresse en plus, ça serait peut-être bon pour lui de l'emmener dans un autre environnement. mais Mais surtout tu sais, qu'on a Sainz, Audi le voulait, c'est un mariage naturel. Donc, tu sais, Mais surtout qu'on a vu que Sainz commence à s'impatienter chez Williams. Puis, exactement. comme je mentionnais vendredi, il ne faut pas négliger le lien Mattia Binotto, Carlos Sainz, Ferrari qu'il y avait dans le temps aussi. Maintenant, Mattia En plus. Binotto est à la tête d'Audi. Le lien avec Hülkenberg est moins naturel que celui qu'on a entre Sainz et Binotto. Donc, pourrait être tenté de vouloir mettre son pilote et penser qu'il pourrait lui en donner beaucoup du niveau développement, parce que c'est quelque chose qu'on disait que Sainz était capable de bien faire, bien développer des voitures. En la suite, Lindblad qui a bien fait encore une fois, Colapinto qui se glisse dans les points, Gasly, Lawson, Hülkenberg, on en parlait justement, qui a été très malchanceux depuis le début de l'année. On va sûrement se le dire, là, l'histoire de la roche qui a mis sa voiture Ouais, en ça arrêt. c'est Puis sûr. il y a quand même Ouais. eu ça, mais encore là, je comprends pourquoi tu emmènes ça, parce qu'il n'y a pas de sentiment en Formule 1. Normalement, c'est les résultats. Donc, je comprends exactement pourquoi tu emmènes le point qui pourrait se retrouver là, autant que on veut pas de mal à Nico Hülkenberg, on l'apprécie beaucoup, puis je pense qu'il a tout le talent du monde. Il faut quand même que c'est une business de résultats, puis pour l'instant, malgré les malchances, il y a des choses qui sont pas au rendez-vous. Berman, Albon, Saints, Ocon, Bottas, excusez, devrait être rendu là. Alonso, Stroll, Perez et Russell. Bien sûr, on n'a pas terminé autant pour Perez, Stroll et Russell. Le pilote des cœurs, on le dit, selon moi, ça revient à Isaac Hadjar pour sa remontée incroyable, puis quand même a travaillé à livrer la marchandise. J'ai envie de dire des cœurs. Notre commanditaire, bien sûr, qui peut vous aider dans la conception d'escaliers ou les pièces pour en construire une, de Laval à Tremblant vous offre un service humain et sur mesure. Donc, le pilote qui a plus monté à l'autre niveau, c'est Isaac Hadjar, selon moi, pour son week-end au complet. Et ton pilote du jour, mon cher Simon, j'ai l'impression que tu as le même que moi. Oui, Kimi Antonelli pour sa totale domination en fin de semaine, je pense qu'il le mérite amplement. Merci encore une fois, Simon, d'avoir été là. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi. Puis la bonne nouvelle, c'est que on revient la semaine prochaine. C'est Hongrie. Je sais que tu aimes beaucoup la Hongrie. Tu t'es déjà ouvert à nous souvent pour ton amour pour la Hongrie. Tu l'as déclaré à plusieurs reprises au podcast. Donc, j'attends avec impatience de récidiver avec toi lundi prochain. Et moi de même. C'est ce qui conclut notre épisode du lundi 20 juillet. Notre prochain rendez-vous sera vendredi prochain en marge des séances d'essai libre du Grand Prix de Hongrie.
Mais d'ici là, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Instagram ainsi que LinkedIn, et à vous abonner à nos chaînes Spotify, YouTube et Amazon Music, et ne pas oublier d'activer la petite cloche, question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite une excellente semaine.